Bonjour Marine Tondelier, vous êtes secrétaire générale des écologistes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9. Eh bien, merci à vous, merci pour votre invitation. Ravi d'être parmi vous. Vous en avez passé des coups de gueule depuis la dissolution. J'ai l'impression que c'était utile à chaque fois quand même. On vous a vu très ému, on vous a vu agacé, voire en colère aussi, quand vous avez dit être écœuré par la division du nouveau Front Populaire sur le choix d'un Premier ministre. Ça y est, vous êtes J'étais écœurée qu'on ne choisisse pas. Voilà, oui, sur le non-choix. Maintenant, depuis qu'on a choisi, tout va très bien. Sur le non-choix. Bon, ça y est, vous êtes enfin mis d'accord sur un nom avant-hier, on vient de l'entendre, c'est Lucie Castet, on parlera évidemment de son profil dans un instant. Le problème pour l'instant, c'est quand même qu'Emmanuel Macron vous a claqué la porte au nez et a balayé son nom. Le problème, c'est Emmanuel Macron, c'est bien que tout le monde le sache. Justement, le problème pour vous, pour le nouveau Front Populaire, ma première question, Marine Tondelier, vous qui ne cachez jamais vos émotions, comment est-ce que vous vous sentez ce matin ? Sereine. Sereine parce que je pense qu'on a réussi à démontrer depuis 6 semaines qu'on était là où personne ne nous attendait et qu'à chaque fois qu'on nous a dit ça ne marchera jamais, eh ben on l'a fait. C'est-à-dire que le lundi 10 juin matin, quand on a dit on va travailler à une coalition de la gauche et des écologistes, on a dit ça marchera jamais, ils n'y arriveront pas. Le lundi soir, on a annoncé la création du nouveau Front Populaire. Ensuite, ils nous ont dit, alors le programme, c'est impossible qu'ils arrivent à écrire un programme comme ça en 3 jours. Et puis on l'a fait. Ils ont dit non mais les circonscriptions là, c'est sûr, ils vont se disputer, ils n'y arriveront pas. On l'a fait. Et puis ils ont dit la campagne, c'est pas possible qu'ils fassent une campagne comme ça. Et la campagne était belle. Mais oui, mais ça suffira pas pour gagner. On a gagné. Alors, dans des conditions, en toute modestie, compliquées, mais nous étions quand même premiers au soir du 2e tour. Et puis après, on nous a dit, ils trouveront jamais de nom de Premier ministre. Et vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que... Vous étiez dos au mur quand vous l'avez trouvé, quand même, ce nom, il faut être honnête. Oui, mais parce que vous l'avez trouvé en 24 heures, parce que vous n'aviez plus le choix. Mais comme chaque étape précédente, le Front Populaire, c'est pas juste 4 partis politiques. Le Front Populaire, il est populaire. Ça nous donne une force immense, ça nous oblige. Ça nous oblige. Et vous voyez bien que là, la prochaine étape, c'est qu'on va nous dire que c'est pas possible qu'on soit nommé, que Lucie Castet devienne vraiment Première ministre. Et en fait, voilà, moi je pense qu'Emmanuel Macron, il est le maître de ses horloges. C'est quelque chose qu'il aime bien dire. Mais nous, on est maître des nôtres. Et je constate que le fait qu'on ait trouvé ce nom de Première ministre juste avant son allocution et qu'on lui lance comme ça à 19h, il était dans les cordes. C'est les Jeux Olympiques, donc on va faire les métaphores sportives. Emmanuel Macron, il est dans les cordes. Et lui, il est dans les cordes et nous, on en a encore sous la pédale. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Sur le profil de Lucie Castet, pardon de vous poser la question ainsi, mais vous êtes aussi très cash, alors vous allez me comprendre. Est-ce que vous avez choisi un fusible ou une vraie nouvelle chef de la gauche ? Écoutez, vous parlez à une femme politique sur une autre femme politique et donc je vais vous dire tout le bien que je pense d'elle parce que je pense qu'en politique on a tendance à considérer plus facilement les femmes comme des fusibles, comme des 5e roues du carrosse et j'entends là depuis quelques jours la petite musique de « ah mais on la connaît pas vraiment ». Excusez-moi, Jean Castex quand il a été nommé Premier ministre, personne ne le connaissait. D'ailleurs, quand il a rendu son mandat de Premier ministre non plus. Donc voilà, faut se détendre là-dessus. Lucie Castet, elle est... Vous êtes dur quand même. Non mais c'est vrai, parce que je trouve qu'on est plus dur quand c'est des femmes. Et donc on dit « ah elle on la connaît pas ». Mais voilà. Vraiment, Jean Castex, personne ne le connaissait. Et elle n'est pas encore connue parce qu'elle est depuis 24 heures candidate. Pas connue. Je dis juste que ça a été fait dans l'urgence. Ça pourrait paraître comme un coup politique pour mettre Macron dos au mur plutôt que comme un véritable choix de nouvelle chef de la gauche. Je peux vous dire, pour avoir examiné énormément de noms avec mes collègues chefs de parti du Nouveau Front Populaire, que le fait qu'elle ait réussi à faire consensus entre les 4 forces politiques, et c'était la seule de tous les noms à faire ce consensus, est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous faisiez partie des négociations ? Évidemment, les chefs de parti ont discuté ensemble pendant 13 jours. Donc quand vous disiez, est-ce que c'est pas un peu sorti du chapeau, au pied du mur, on a pris 13 jours, on a pris le temps. Si on avait voulu faire n'importe quoi en un claquement de doigts, on aurait fait en 24 heures. Là, on a pris le temps de chercher aussi un profil qui racontait quelque chose aux Français. Lucie Castet, outre que c'est une haute fonctionnaire, qu'elle connaît très bien l'appareil d'État, elle est figure de proue du collectif Nos Services Publics. Je ne sais pas si vous imaginez quel message ça envoie à tous les fonctionnaires de ce pays qui sont méprisés depuis des années, mais aussi à toutes celles et ceux qui utilisent les services publics, qui en dépendent, parce que c'est le bien commun de toutes celles et ceux qui parfois n'ont pas d'autres moyens. Il y a des gens qui peuvent aller se soigner dans le privé, aller à l'école dans le privé, qui n'ont pas besoin de la poste parce qu'ils ont des coursiers, et puis il y a tout le reste des Français qui s'appuient sur ces services publics, et selon où ils habitent sur le territoire, qui parfois n'en ont plus assez, c'est trop loin, c'est pas assez accessible. Et donc je trouve que c'est un excellent signal de montrer que nous sommes au diapason des priorités des Français où qu'ils habitent. Marine Tondelier, c'est très bien, vous avez une candidate, vous avez un programme. Tout commence. Alors, comment vous allez faire ? L'autre constat, c'est qu'il vous manque à peu près 100 députés pour avoir la majorité. Donc, ça fait beaucoup. La première question, c'est est-ce que vous êtes sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon du début ? Le programme, rien que le programme, tout le programme ? Ou est-ce que vous êtes pour
discuter, et 2, comment est-ce que vous allez faire? Je reprends votre citation du mois de juillet, il faut innover, vous l'avez dit, ça avait fait beaucoup de buzz et ça avait suscité beaucoup d'adhésions, il faut innover, il faudra faire les choses que personne n'avait faites jusqu'à maintenant, c'est vrai. Alors, vous êtes au pied du mur aussi maintenant pour cette nouvelle étape. Exactement. Comment vous allez faire différemment? Comment vous allez innover? C'est quoi la méthode pour arriver à gagner 100 députés dans les 3 semaines qui viennent? Alors, comme je vous l'ai dit, Emmanuel est maître de ses horloges, Emmanuel Macron, et nous sommes maîtres des nôtres. C'est-à-dire qu'on ne va pas, sur les plateaux télé, donner toutes les billes qu'on a dans notre sac. Et ce sont des réunions de travail qui ont lieu hier, qui ont lieu aujourd'hui, qui ont lieu chaque jour pour préparer tout cela. Et on ne va pas dévoiler notre stratégie tous les jours sur les plateaux télé. Mais vous savez, le gouvernement que l'on projette est un gouvernement de combat. J'ai eu beaucoup de remarques sur mais pourquoi vous ne faites pas un gouvernement de Marine Tondelier, Xavier Bertrand? Mais parce que en même temps, on a donné dans ce pays. Et donc moi, je fais bien la différence entre le gouvernement... Fermé à une majorité absolue. Non, je fais bien la différence entre un gouvernement qui doit être compact, resserré, aligné, solide, solidaire et aligné sur notre projet. Un gouvernement déterminé qui sait où il va. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'est le programme, tout le programme avec le programme? Je pense que le gouvernement, les Françaises et les Français, ils attendent une équipe solide et solidaire qui sait où elle va et qui sait pourquoi elle est là. Nous le savons. Si on commence à mettre des gens de droite, des gens du centre, on va gouverner pourquoi? Ce sera flou, comme c'est flou depuis 7 ans, et on sait où ça nous a mené, à 9 millions de pauvres, à une abstention qui était massive jusqu'à ce que les gens reviennent aux urnes pour dire non et pour demander une cohabitation. Donc ça, moi je pense qu'il faut resserrer compact. Par contre, à l'Assemblée nationale, vous avez raison. On n'a pas la majorité absolue et vous avez raison de rappeler qu'on va devoir faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Mais vous savez, la question se pose à tout le monde. Parce que je veux bien qu'on souligne que nous avons 100 députés de moins que la majorité absolue, mais les autres en ont chacun encore moins. Non, mais là, alors, si on met les macronistes et la droite, par exemple, on peut dire ils arrivent à avoir la présidence de l'Assemblée nationale, fort bien. Sauf qu'ils mais c'est quoi leur projet commun? Faire tomber avec une mais c'est quoi leur projet commun? Ah ben il n'y a pas de projet commun. Ils n'en ont pas. Et Laurent Wauquiez et M. Retailleau, hier, sortent un pacte législatif en disant mais on prévient, on sort un pacte législatif, mais surtout on ne veut pas le faire avec les macronistes. Donc en fait, ils ont encore moins de majorité. Et le Rassemblement national, encore moins. Donc du coup, c'est le gouvernement qui ne veut pas faire avec les macronistes. Pour le coup, le pacte législatif, c'est en accord avec les programmes présidentiels. Ils ne veulent pas aller au gouvernement avec Emmanuel Macron. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la solution du nouveau Front populaire, elle n'est pas confortable, elle n'est pas parfaite. OK. Parce qu'il n'y a pas la majorité absolue. Mais les autres le sont encore moins. Donc nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à réussir et on va le faire en transparence. On ne va pas faire des stratégies secrètes de négociation dans des couloirs de je ne sais pas quoi. On va aller devant l'Assemblée nationale et dire par exemple sur les super profits, 80% des Français sont pour. Ce sont des profits qui tombent du ciel, alors que les gens n'ont pas fait d'efforts ou eu de talent ou travaillé plus qu'avant. C'est des gens qui sont déjà très riches et qui, tout d'un coup, parce qu'il y a une crise énergétique ou une guerre en Ukraine, ont des super profits qui tombent du ciel. Et on peut les taxer et avoir 15 milliards d'euros par an pour le budget de l'État. Excusez-moi on va le proposer, puis on va voir qui vote pour et qui vote contre. Excusez-moi d'insister, mais j'ai l'impression que c'est pas bien clair. Parce que c'est même pas bien clair non plus dans les déclarations de Lucie Castet d'hier. Est-ce que le programme de base du Front populaire est une base fondamentale, mais est-ce que, comme vous l'aviez dit d'ailleurs à un certain moment, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? On ne parle pas de négocier, des marges de manœuvre par rapport à ce programme-là. Alors, le programme du nouveau Front populaire, c'est le programme du nouveau Front populaire. On l'a rédigé en 4 jours et 4 nuits, vous l'avez compris. On l'a chiffré. C'est celui que l'on a mandat pour appliquer. Il a raison de le rappeler, Jean-Luc Mélenchon. Parce que, je vais vous dire, quand on commence à poser ses fesses sur le toboggan du renoncement, ça glisse très vite. Et donc, si on commence déjà, nous, à dire « oui, alors on fera pas tout, on verra, oulala, ça va prendre du temps, on n'est pas sûr », c'est sûr que ça marche pas. La base et le mandat qu'on a, c'est d'appliquer ce programme. Est-ce que tout va marcher ? Est-ce que tout va passer à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on trouvera toujours des solutions? Je ne le sais pas. Vous allez commencer par quoi? Des propositions de loi très consensuelles, par exemple l'abrogation de la réforme des retraites? Vous le verrez, vous avez compris que l'abrogation de la réforme des retraites, c'était dans les premières priorités. Oui, bien sûr. Parce que vous savez que vous pourrez voter avec le Rassemblement national? Et que les députés du nouveau Front populaire ont déjà déposé cette proposition de loi. Elle est prête à être inscrite à l'ordre du jour. Après, la question du Rassemblement national, elle est intéressante, parce qu'on nous dit comment vous allez faire avec eux. Mais c'est eux comment ils vont faire avec nous. On va proposer des mesures répondant à l'urgence sociale des Français. Chacun décidera, en conscience, de les voter ou pas. Pas parce qu'on aura fait des marchandages, mais parce que ces mesures sont justes. Et que celles et ceux qui décideront de s'opposer à des mesures justes,
en prendront la responsabilité devant les Français. C'est pour ça que moi je pense que l'Assemblée nationale va devenir un lieu hyper important, que les gens vont suivre beaucoup plus qu'avant. Parce que les Français, ils vont voir, eux ils disaient qu'ils étaient contre le Rassemblement national. Je n'ai jamais compris, pendant toute la campagne législative, comment ils allaient faire sur les retraites. On va faire un audit financier, on va faire comme ci, un homme comme ça. Tous les jours. En tout cas, ils auront la première niche les jours parlementaire. Pairs, ils allaient abroger, les jours impairs, ils n'allaient pas abroger. Je n'ai rien compris de toute la campagne. Là, maintenant, on va comprendre ce qu'ils votent ou pas. La première échéance c'est celle du 29 septembre. Il faut que vous présentiez à l'Union européenne des mesures. Il y a d'autres échéances avant le 29 septembre. Hein. En tous les cas, c'est la grande échéance. Mais admettons que là, comment vous allez faire là pour présenter un budget et qui passe devant l'Assemblée, qui soit c'est là que j'en appelle à la responsabilité d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il peut pas se comporter comme quelqu'un qui accepterait pas sa défaite, tordre un peu le bras des institutions et continuer comme ça à occuper l'espace. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est du sabotage. On sait que le moment du vote du budget sera très difficile politiquement. D'ailleurs, il explique lui-même que c'est pour ça qu'il a fait la dissolution, parce qu'il voyait arriver le budget à la rentrée qu'il ne savait pas comment faire. Il ne voulait pas que ça tombe en plein budget. Non, il disait, le budget, avec la majorité actuelle, on ne sait pas comment le faire passer. Et donc, j'anticipe. Non, il a dit qu'il y aurait une motion de censure à l'automne contre ce gouvernement et qu'il ne voulait pas que ça tombe pendant le vote du budget, parce que ça déstabiliserait tout. Et donc, du coup, il se rendait bien compte qu'il n'avait pas de majo. Là, il sait qu'on en a encore moins et que ça va être dur, mais nous sommes déterminés. Et donc, au lieu de nous laisser la main pour qu'on puisse s'organiser, préparer sérieusement ce budget, lui, il s'enferme comme Éric Ciotti dans son local des Républicains, il s'enferme dans l'Élysée puis il dit je bouge pas. Il est en train de faire des choses. Moi, j'ai fait un peu de droit constitutionnel cette nuit. Vraiment, cette séquence politique nous amène à faire des choix de vie particuliers. Et je lisais les choses. Et même les constitutionnalistes s'arrachent les cheveux en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jusqu'où il va aller? L'article 8 de la Constitution dit bien que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Pour l'instant, il le fait quand il veut. Hein. Non, mais en temps de cohabitation, c'est pas exactement pareil. On sait qu'il y a des pratiques différentes. Mais vous voyez, là, on a des ministres qui sont députés. Déjà, c'était olé olé que la présidente de l'Assemblée nationale soit élue avec un différentiel de voix qui correspond à peu près pile poil au nombre de ministres qui sont redevenus députés. Là, on a maintenant un Premier ministre qui est président de groupe à l'Assemblée nationale, qui est à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu ça. Alors que ça dure quelques jours parce qu'il faut se réadapter, retomber sur ses pieds et mettre en œuvre le nouveau gouvernement, c'est normal. Que le président de la République invente maintenant un truc de trêve olympique, comme s'il hissait le drapeau blanc en disant écoutez, je suis dans les corps. Vous n'êtes pas pour la trêve olympique ? Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas dans la Constitution ça non plus. Alors après ça va être la trêve paralympique, après ça va être la trêve pour la rentrée. Il n'y a pas de trêve. Déjà la trêve c'est dans les situations de guerre. Donc je vois pas de quoi il parle. Il s'invente des règles du jeu. Ensuite il nous explique comme s'il hissait le drapeau blanc de au secours, trêve, j'en peux plus, laissez-moi tranquille 15 jours. Mais vous appelez à des mouvements sociaux pendant cette période? Non, mais il a qu'à nommer Lucie Castet. Mais est-ce que vous appelez à des mouvements sociaux vous? Il y a Manuel Bompard qui a appelé à une mobilisation. Est-ce que vous appelez aussi à une mobilisation? Manuel Bompard il dit on va se mobiliser. Et nous sommes mobilisés. On a trouvé le nom de Lucie Castet, on travaille avec elle, on est en réunion encore cet après-midi. Nous sommes mobilisés. Après, les mobilisations sociales, c'est pas les partis politiques qui les décrètent. Moi, je suis très respectueuse. Est-ce que vous la souhaitez? On va dire, est-ce que vous les souhaitez? Mais c'est les syndicats qui décident, je leur fais confiance pour être là où ils sont. Là, j'ai vu que la CGT appelait hier à la nomination d'une première ministre du nouveau Front populaire. Enfin, ils rappellent la loi, quoi. Moi, je voulais quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur ce que fait Emmanuel Macron, parce que je trouve qu'il bénéficie toujours d'une présomption de crédibilité. Enfin, tout le monde est très bienveillant envers lui. Je pense même nous, en réalité. S'il était d'extrême droite, je veux juste qu'on se projette. Si un président ou une présidente d'extrême droite faisait ce qu'il est en train de faire, on hurlerait au coup d'État politique, au putsch institutionnel. On serait en train de dire qu'on n'est plus dans la liberté publique et que la démocratie est en danger. Ne faisons pas de politique fiction. Non, mais attendez, c'est pas fiction, c'est parce que c'est en train de vraiment se passer. Non, mais ce qu'il est en train de faire, si quelqu'un d'extrême droite le faisait, on serait tous très très inquiets de nos institutions et très très inquiets pour la République. Marine Tondelier, et donc on a quand même un problème, je veux le dire. Vous avez dit, j'appelle Emmanuel Macron à la responsabilité. Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit dans son interview donnée à nos confrères de France 2. Il a dit, moi j'appelle tous les partis du Front républicain, dont vous faites partie, à la responsabilisation. Bah oui, d'accord, mais je suis responsable, et alors ? C'est pas ce qu'il a l'air de dire. Lui, il appelle à un front républicain, justement, à une coalition plus grande pour faire fonctionner l'Assemblée nationale. Excusez-moi, mais il nous a donné des leçons pour nous expliquer ce que c'était le front républicain, alors qu'on a dû nous-mêmes l'expliquer à la moitié de son gouvernement entre les 2 tours de la présidentielle. Vous savez pas ce que c'était le front républicain? Attendez, Bruno Le Maire qui nous explique que la FI, c'est plus grave que le Rassemblement national. Franchement, il y en a une paire dans le gouvernement à qui on a dû réexpliquer les choses très pédagogiquement. Et pourquoi nous, on sait ce que c'est le front républicain? Parce qu'on l'a fait pour faire élire Emmanuel Macron en 2017 et qu'on l'a refait pour faire élire Emmanuel Macron en 2022. S'ils sont là, c'est grâce aux électeurs de gauche et écologistes qui ont été impeccables dans ce front républicain et qui ont accepté les règles du jeu, leur défaite et la solution pour ne pas avoir l'extrême droite au pouvoir. Donc ils viennent maintenant nous expliquer n'importe quoi en disant responsabilité, mais responsabilité de quoi? En 2022, il a été élu grâce à nous.
Il a dit le lendemain de son vote que ça l'obligeait. Mais ça l'obligeait à quoi? Marine Tondelier, reconnaissez donnez au moins quitus au chef de l'État sur une question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, et vous l'avez dit. La question fondamentale c'est est-ce que vous êtes capable de trouver des compromis, vous, la question. Parce que si vous êtes nommé au gouvernement, et que dans 3 jours, dans 3 semaines, vous êtes renversé, ça aura servi à quoi? Écoutez, 73% des Français, quand on les sonde, sont pour une rupture politique avec le macronisme. Les gens sont épuisés. Et ils sont aussi pour un gouvernement ensemble. Les gens sont épuisés. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Tout le monde a ce sentiment d'injustice. Les gens voient bien que ça ne va pas. Ce pays est en train de sombrer dans une dépression collective. Et donc là, il y a eu un sursaut. Il a posé une question très claire aux Français. Personne ne lui avait demandé de la poser. Il a décidé tout seul, le 9 juin, est-ce que vous voulez une alternance ou pas, une cohabitation? Les gens répondent tout aussi clairement, et en se déplaçant très massivement aux urnes, ce qui donne une grande légitimité à ce résultat, ils répondent oui, nous voulons une cohabitation. Et il se passe quoi maintenant? On dit quoi aux gens qui ont été se déplacer comme jamais pour aller voter qui disent bah alors ça a servi à quoi? On dit quoi aux gens qui ont voté pour un programme de justice sociale parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils la réclament à corps et à cri, et il va se passer rien pendant encore combien de temps? Urgence sociale, ça veut dire que c'est urgent. Ça veut dire qu'on va pas passer encore des semaines et des semaines à jouer au chat et avec la souris, avec Emmanuel Macron retranché à l'Élysée qui veut nommer personne. Je vous coupe. Vraiment, non, mais il faut le dire aussi. Non, mais bien sûr, mais on n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça que je me permets de vous accélérer. Hier, Jean-Noël Barrot était notre invité. Il a dit qu'il comptait sur un éclatement du nouveau Front populaire. En gros, pourquoi pas une alliance avec les socialistes, avec les Verts, avec les communistes. Il vous fait un petit peu un appel du pied. Il y a Gérald Darmanin aussi ce week-end dans les colonnes du JDD qui a parlé d'un SMIC à 1 600 €. Vous êtes très convoité finalement, vous pourriez faire ce que vous voulez. Gérald Darmanin, moi j'écoute pas que ses propos sur le SMIC à 1 600 €, ça fait des années que je l'écoute et j'en ai entendu assez. Mais est-ce que vous pourriez pas faire plus de choses justement avec une coalition, une alliance plus grande, en prenant cette main tendue plutôt qu'en travaillant avec la France Insoumise? Mais vous confondez les majorités qu'on va trouver à l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le gouvernement précédent, c'était un gouvernement macroniste dû en même temps, certes, et à l'Assemblée nationale, ils allaient chercher des majorités différentes sur chaque texte, parfois même sur chaque amendement. Évidemment qu'on va le faire. Mais c'est pas, ça se décrète pas tout seul. C'est aussi 100 voix. Comment? 100 voix, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour trouver 100 voix dans l'éclatement qui est celui de l'Assemblée. Quand on donnera, par exemple, les super profits, on va dire les super profits, qui est pour, qui est contre. Qui veut taxer les gens qui ont des profits qu'ils n'ont pas mérités? Alors si vous êtes contre les taxer, vous voulez qu'ils gardent tout leur argent et qu'il n'y ait pas 15 milliards d'euros dans le budget de l'État, mesdames et messieurs qui nous donnent des leçons d'économie toute la semaine, et ben voilà, on dira Jean-Michel, tu n'es pas d'accord, on le note, les Français le notent, rendez-vous à la prochaine élection pour voir ce qu'ils en pensent. Vraiment, il faut être clair, c'est de la politique, c'est pas du marchandage. Marine Tondelier, les Jeux Olympiques d'hiver 2030 ont été attribués sous condition à la France. On sait déjà que des JO d'hiver ne seront pas très compatibles avec les idées des écologistes. Est-ce que si Casté est Première ministre, elle signerait pour avoir ces JO? Attendez, c'est surtout le niveau d'enneigement en 2030 qui ne va pas être très compatible avec les Jeux Olympiques d'hiver. Permettez-moi de le dire. Et donc si Lucie Casté est Première ministre, elle ne signera pas pour avoir ces JO? C'est elle qui répondra, je ne vais pas commencer à me faire sa porte-parole, mais vous connaissez la position des Verts sur le sujet. Nous avons combattu ce projet parce que c'est faux de dire autant que ce soit Albertville parce qu'il y a déjà la piste de bobsleigh, le tremplin olympique. Quand on regarde les investissements qui sont prévus, c'est encore de l'argent public qui va partir à flot pour des Jeux Olympiques d'hiver où il n'y aura pas de neige. On va devoir en plus ramener des camions de neige de je ne sais où. Alors c'est mieux que de les faire dans le désert de Dubaï, c'est sûr. On est sceptique et surtout on pense que ces décisions ne peuvent pas se prendre sans la population. Très bien, merci. À ce stade, c'est le cas. Merci. Ça veut dire un référendum? Oui. Un référendum pour les Jeux Olympiques d'hiver? Parfaitement, référendum territorial pour demander aux habitants s'ils veulent que leurs impôts locaux partent dans des pistes de bobsleigh ou dans l'éducation de leurs enfants. Si Emmanuel Macron vous nomme au pouvoir, ce sera une des premières décisions. C'est la position des Verts, mais on en discutera avec nos collègues du Nouveau Front Populaire. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9. Je vous laisse laisser votre place à votre successeur qui est Alexandra Nicolic. Bonne journée à vous. Prépare à voter l'abrogation de la réforme. Peut-être avec vous, on va lui poser la question tout de suite. Tenez, vous êtes député européen du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9. C'est une bonne question ça qu'évoque Marine Tondelier. Vous voterez l'abrogation de la réforme des retraites avec le Nouveau Front populaire? Le Rassemblement national a toujours dit que quand il y a des idées qui vont dans le bon sens et qui sont dans l'intérêt des Français, évidemment, on vote pour, comme on l'a déjà fait dans le passé. Mais je pense qu'on n'en sera pas là parce que je ne pense pas qu'il y aura un gouvernement du Nouveau Front populaire. En revanche, ce qu'on verra, c'est si eux sont sectaires, quand on aura notre niche parlementaire le 31 octobre et que la première des propositions sera justement cette abrogation de la retraite, de la réforme des retraites, on verra ce que la gauche va faire et ce que
comme d'habitude, même quand ils sont d'accord sur le fond, ils s'opposent juste par sectarisme et ils se fichent de ce qui est dans l'intérêt des Français ou pas, ou s'ils voteront l'abrogation des retraites qu'on proposera dans notre niche parlementaire le 31 octobre. Ça aura le mérite d'être clair. L'opposition dont vous faites partie a beaucoup misé sur un potentiel éclatement du nouveau Front populaire. La réalité, ce qu'on voit, c'est que finalement, ils sont parvenus à se mettre d'accord sur un nom pour Matignon, Lucie Castet. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que Madame Castet m'inquiète ? Madame Castet, le fait que ce que vous espériez que leur programme déjà nous avait beaucoup inquiété, mais oui, pour vous répondre, Madame Castet m'inquiète beaucoup. Oui, quand je vois, écoutez, beaucoup de Français la connaissent pas, Madame Castet. Elle s'occupe. Attendez, je vous réponds parce que je la présente un petit peu. Elle dirige les finances de Paris depuis 2020. Elle arrive dans une situation budgétaire très compliquée à Paris. Entre 2014 et 2020, la dette avait augmenté notamment de 2 milliards. Elle était passée de 4 à 6 milliards. Depuis que Madame Castet s'occupe des comptes de Paris, la dette a augmenté de 3 milliards, donc elle est passée de 6 à 9 milliards en 3 ans. Et dans le même temps, elle augmente les impôts. L'année dernière, 62% d'augmentation de la taxe foncière à Paris. Si vous voulez une bonne gestion, on peut vous citer plutôt un contre-exemple. À Hénin-Beaumont, la situation était compliquée. Depuis que Steve Briouat et le Rassemblement National... La situation est un peu différente. Si je peux me permettre, depuis que nous, à chaque fois qu'on dirige des communes, on voit que ça s'améliore. Enfin, depuis qu'on dirige Hénin-Beaumont, la dette a diminué de 6 millions et le taux de taxe foncière a diminué de 8%. C'est un contre-exemple. Quand on veut bien gérer, on peut. Et avec nous, ça marche systématiquement. Hier, le Rassemblement National instruit un procès d'incompétence comme Madame Castet. Moi, je ne rentrerai pas là. La question, vous avez dit tout à l'heure, le Front populaire ne gouvernera pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas. Vous contestez le fait qu'ils soient arrivés en tête et qu'ils ne soient pas légitimes à. Ils sont arrivés en tête ? Non. On est arrivé en tête largement en nombre de voix. Ah non, vous êtes arrivé en termes de voix. Et on a le scrutin. On a le plus de députés. Alors, écoutez, on a fait près de 11 millions de voix avec. Il me semble que c'est le Front populaire qui a le plus de députés à l'Assemblée aujourd'hui. Et ça s'est fait dans un contexte, vous le savez, où il y a eu un espèce de rassemblement, un syndicat de politiques qui se sont rassemblés en jouant sur les peurs, en essayant de diaboliser le Rassemblement national. M. Nicolic, c'est quand même les Français qui ont voté. C'est les Français qui ont voté. Bien sûr, mais d'accord, mais les Français ont voté, je le disais, massivement pour le Rassemblement national. On est arrivé en tête, mais le rassemblement de tous les autres, et parfois avec des alliances totalement contre nature, avec 81 candidats Renaissance qui se sont retirés, des députés LR des candidats LR pour faire élire des députés même de la France Insoumise et donc du nouveau Front populaire. On arrive à 3 blocs à peu près équitables. Effectivement, ils ont un peu plus de députés rassemblés, mais on est le premier groupe et on a fait le plus de voix. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est en capacité d'avoir une majorité claire et pour gouverner le pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit les déclarations de LR, de Renaissance, et nous, on est très clair également, jamais on votera une motion de censure et on validera jamais un gouvernement du nouveau Front populaire avec la politique qui a été annoncée immédiatement sur les faits. Mais écoutez, on se base, nous, sur des idées. C'est quand même l'objectif de la politique. Certains parlent de coalition, mais peut-être ils peuvent s'allier juste pour avoir des postes. Ce qui compte, et ce que les Français veulent, c'est savoir qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien. Ce qui est important, c'est s'il va y avoir des alliances ou non sur la régulation carcérale. La gauche veut libérer 20% des détenus. Ils veulent créer un statut de réfugié climatique pour qui va largement accélérer l'immigration qui menace déjà notre pays. Sur le pouvoir d'achat, leur programme est absurde et entraînerait des milliers de faillites supplémentaires d'entreprises, alors que déjà il y a eu la plus grande augmentation de faillites d'entreprises et le plus grand nombre, 5000 entreprises ont fermé ces 12 derniers mois. Comment est-ce que vous comptez influer à l'Assemblée nationale sans poste clé ? On a un peu le sentiment que vous avez jeté l'éponge sur l'attribution de ces postes clés le week-end dernier. Vous êtes parti à minuit. Jeter l'éponge. Notamment, vous auriez pu avoir des postes de secrétaire, par exemple. On vous avait proposé de vice-présidence. Ça n'est pas arrivé. Vous auriez pu avoir des postes clés. Non mais vous avez jeté l'éponge. Vous savez, on se base, nous, sur les textes à l'Assemblée nationale qui auraient dû nous permettre d'avoir plusieurs vice-présidences parce que proportionnellement... Oui, mais est-ce que ça n'est pas mieux d'avoir un poste de questeur et de secrétaire que rien du tout, même si, certes, vous auriez pu prétendre, évidemment, avoir des postes de vice-président, je dis pas le contraire. C'est ce qui a toujours été fait. D'ailleurs, en 2022, grâce à Renaissance, avec beaucoup moins de députés, nous avions eu 2 vice-présidences.
nous, on veut justement, on est républicains, on veut que les institutions soient respectées. C'est ce qu'on avait fait, même avec des gens qui ne partagent pas du tout nos idées, mais on considérait que ça fait partie des textes, ça fait partie de ce qu'il y a du règlement de l'Assemblée nationale, et on a voulu qu'il s'applique. Après, je pense que voilà, maintenant c'est fait. L'important, ça va être les propositions, ça va être ce qui va être ce qu'on va proposer aux Français, et on verra. Et là, de manière très claire, est-ce qu'il y a des alliances sur des textes ou non, sur des amendements, sur beaucoup de choses. Et c'est ça, enfin, encore une fois, je reviens sur les idées, mais c'est le but de la politique. Est-ce que, par exemple, le PS, qui était pour revenir sur une TVA à 5,5% sur les produits énergétiques en 2022, c'était dans leur programme présidentiel, une des grandes mesures de Mme Hidalgo, c'est ce qu'on propose également. Est-ce que, si demain on le propose, ils vont le faire très concrètement, parce que c'est 10 € de moins sur un plein, ça concerne directement les gens qui nous écoutent. De Laurent Wauquiez, il y a beaucoup de mesures sur l'immigration, la sécurité, les OQTF qui sont RN compatibles. Là, vous pourrez potentiellement voter avec les Républicains. C'est pas très clair ce qu'ils proposent, mais en tout cas, il y a des grandes intentions. Si ces grandes intentions sont respectées par des textes précis, évidemment qu'on votera pour. Évidemment qu'on l'a fait d'ailleurs sur la loi immigration, parce qu'il y avait déjà une avancée. À partir du moment où ça permet aux Français de mieux vivre, à notre pays de se porter mieux dans l'avenir, évidemment qu'on vote pour. On n'est pas... l'important en politique, ce sont les idées. On n'est pas dans un sectarisme politique en essayant d'essayer de jouer pour avoir plus de postes, pour essayer de progresser. Non, on veut faire passer des textes absolument pour que les Français vivent mieux. Il y a une urgence sur le sujet, un grand déclin qu'on vit depuis. On a l'impression qu'il y a une forme de jubilation du côté du RN de cette séquence. Vous avez refusé, comme Solène l'a dit, vous avez refusé 2 postes de vice-présidence qui vous a permis de jouer la victimisation. Aujourd'hui, vous regardez le chaos en disant les responsables. Vous vous dites, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'observateurs disent aussi, donc que finalement toute cette séquence-là sert bien vos intérêts. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas voulu prendre le moindre poste à l'Assemblée nationale qui vous est présenté. On a voulu. La victimisation, ça a toujours marché. On a voulu que les institutions soient respectées. On n'est pas en train de jouer à la victimisation. On n'est pas en train de jouer tout court. La situation du pays. Tout à l'heure, on parlait de finances. Mais ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles il y a eu la dissolution, parce qu'il y avait une impasse budgétaire. La situation sécuritaire, où vous avez 1000 victimes de coups et blessures volontaires par jour, avec une augmentation très importante. Plus de 200 victimes de viols tous les jours dans notre pays. La situation de cohésion nationale. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques qui commencent, mais moi je suis désolé, je suis assez déçu de voir parfois justement ce manque de cohésion nationale. Ça, c'est dû à une société qui se fracture. C'est tout ça aujourd'hui qui nous inquiète. Vous parlez de jubilation, mais enfin, on n'a pas envie de jubiler. On aurait aimé que nos idées puissent être appliquées pour enfin redresser le pays comme on l'a fait dans les communes qu'on dirige. Et pour ça, il aurait fallu qu'on ait une majorité absolue. Ce sont les autres qui jouent très souvent à faire des alliances contre nature, à essayer de diaboliser, sans parler du fond. Alors que nous, on peut critiquer les autres programmes, on peut s'y opposer, mais toujours avec respect, sans violence comme le fait très souvent la gauche, et de plus en plus dans leurs déclarations, mais aussi directement dans la rue, et surtout en transformant parfois et en mentant sur ce que disent, sur ce qu'on propose. Nous, on se base vraiment sur ce que proposent concrètement les autres, on s'y oppose, et on a un programme alternatif très clair et qui permettrait aux Français de mieux vivre. Alors, à propos de clarté, moi j'ai envie de poser une question qui est un peu différente de la politique nationale. Pendant toute la campagne des législatives, Jordan Bardella a martelé, répété votre position soutien à l'égard de l'Ukraine. Voilà. Et la semaine dernière, au Parlement européen, première directive, première décision, vote contre le renouvellement du soutien à l'Ukraine. Ah si. Non, avec les deux conditions. Mais bien sûr. Oui, mais dites-moi, il a voté contre le renouvellement de l'aide européenne à l'Ukraine. On a voté. Mais je vous réponds parce que je suis député européen, donc je l'ai lu le texte. Il y a eu des discussions par rapport à ça parce qu'on s'est opposé justement à ce que l'Union européenne devait imposer aux États. D'un point de vue, avec un budget minimal à donner à l'Ukraine et surtout l'envoi de troupes potentiellement sur le sol ukrainien. Et pour nous, c'était et également des attaques sur le sol russe qui nous feraient rentrer en co-belligérance et qui poseraient un problème. Vous savez, le vrai problème aujourd'hui qui se pose pour les Ukrainiens... Je ne crois pas qu'il était question dans le renouvellement de l'accord. Co-belligérance et la vraie question aujourd'hui en Ukraine, c'est pourquoi on en est là. Et pourquoi on en est là? Parce que les Ukrainiens... La vraie question, c'est le soutien à l'Ukraine. Écoutez-moi, chaque jour, vous savez, hier, ils ont encore perdu 7 km². Je regarde tous les jours le conflit russo-ukrainien. C'est insupportable, la remise en cause de la souveraineté du territoire ukrainien.
on en est là parce que même la Corée du Nord est capable de donner plus d'obus aujourd'hui aux Russes sur le front que l'Europe réunie et même avec les États-Unis. Et ça, c'est la conséquence d'un désarmement industriel, un désarmement de production d'armes aujourd'hui, qui fait qu'on n'est pas en mesure d'aider l'Ukraine malgré les déclarations. Donc vous ne vous renouvelez pas de renouvellement parce qu'on n'est pas en mesure, je ne vous suis pas là, on n'est pas en mesure de soutenir l'Ukraine, donc on vote contre le renouvellement de l'aide. Mais pas clair. Mais c'est très clair. Non. C'est que ce qui est proposé aujourd'hui ne va pas dans ce que veulent les Français, dans ce que nous on souhaite également, c'est-à-dire imposer aux États un budget minimal à donner à l'Ukraine, et dans le même temps attaquer les Russes sur le sol russe, qui nous ferait rentrer en co-belligérance face à un pays. Mais c'était pas dans les termes de l'accord. C'était pas dans les termes de l'accord. Regardez sur le texte, il y a la possibilité d'envoyer des missiles sur le territoire parce que Jordan Bardella a justifié cet argument en disant oui, c'est trop d'argent, ça grève trop le budget des nations. Bien sûr. C'est très confus. Mais non, mais c'est pas du tout confus. Quand vous avez une obligation pour les États de donner un minimum à l'Ukraine sans projection très claire, oui, ça pose un problème. Nous, ce qu'on dit, c'est que le texte n'allait pas dans le bon sens parce que ce qu'il faut, c'est justement qu'on soit en capacité de produire suffisamment d'armes pour aider l'Ukraine. Aujourd'hui, on est impuissant dans ce conflit. D'ailleurs, Vladimir Poutine attaque l'Ukraine 2 jours après avoir rencontré Emmanuel Macron. C'est dire l'impuissance aujourd'hui qu'on peut incarner. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit représenter une force, une puissance pour justement peser géopolitiquement, mais aussi qu'on soit en capacité d'aider éventuellement des alliés, comme on devrait le faire beaucoup plus quand vous avez voté contre avec Viktor Orban, qui lui est plutôt dans le conflit en soutien de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Mais M. Orban, il a rencontré, M. Zelensky, il a rencontré Vladimir Poutine, il essaie de trouver une solution pour aller vers la paix. Nous, ce qu'on dit, c'est de quel côté penche quand même M. Orban? Vous êtes... du côté russe. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est à peu près clair. Est-ce que M. Orban a pris position pour la Russie dans le conflit? Il n'a pas voté des paquets de sanctions. On a dû passer au niveau de l'Europe. C'est quand même... c'est indéniable. Vous vous êtes aligné sur Viktor Orban aujourd'hui, sur le conflit ukrainien? Vous partagez les positions de Viktor Orban? Il est dans notre groupe de manière globale au Parlement européen. Après, je ne peux pas vous dire exactement ce que M. Orban dit ou toutes ses déclarations. En tout cas, nous, on est très clair sur notre soutien à l'Ukraine. Pas trop, non. Ah si, arrêtez. On est très clair depuis le départ pour dire justement qu'on ne doit pas remettre en cause les souverainetés des États, comme on le fait aujourd'hui dans le Haut-Karabakh en Arménie, où on est aussi très clair et on juge vraiment que notre influence est bien trop minime justement pour peser contre l'Azerbaïdjan. Et partout, on est très clair là-dessus. Mais on dit qu'aujourd'hui, la manière dont on procède, et factuellement, c'est vrai. Regardez tous les jours, aujourd'hui, l'état du front en Ukraine, il y a une avancée importante de la Russie qui pourrait nous inquiéter, vraiment, parce qu'ils sont en train de percer vraiment, et ça, c'est le résultat d'une impuissance. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'il y a ce conflit. On est après 2 ans et demi. Est-ce que l'Europe a su peser pour faire face justement à l'armée russe, notamment en fournissant suffisamment d'armes? C'est pas le cas. Aujourd'hui, les Russes envoient 6 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Pourquoi? Comment? Alors qu'il y a le soutien des États-Unis, il y a le soutien de toute l'Union européenne. Merci beaucoup, Alexandre Nikolic, d'avoir accepté notre invitation dans le 6-9.